moi, je suis arrivée en juin 2021. Donc, je suis arrivée, on va dire, lors de la mise en place opérationnelle, qui devait être théoriquement opérationnelle du SAS, puisqu'en fait, le SAS devait être opérationnel pour le 15 juin 2021. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait au préalable, puisque le dépôt du dossier pour la réponse à l'appel à projet a été fait en septembre 2020. Et donc, l'Inter-CPTS a obtenu une réponse en novembre 2020. Donc, tout de suite après, se sont mis plusieurs groupes de travail entre l'Inter-CPTS et le CH. Il y a eu 4 groupes de travail qui ont été mis en place. Un groupe de travail sur la gouvernance et la com, un groupe de travail protocole, un groupe de travail ressources humaines et un autre système d'information. Donc en fait, voilà, il y a eu le choix de mon arrivée plutôt sur une fois que le SAS devait être opérationnel sur le territoire. Donc, il y a eu 4 opératrices de soins non programmés qui ont d'abord été recrutées. On n'a pas pu tout de suite démarrer le projet parce que il y a eu un blocage sur certains points de financement. Mais en fait, ça a été finalement un moyen, avant que le projet démarre réellement, pour faire connaître le projet à l'ensemble des professionnels du territoire. Donc en fait, moi j'ai pu continuer à prendre le temps en fait de créer une dynamique, continuer à maintenir cette dynamique avec l'hôpital. On avait toujours les groupes de travail et en fait les opératrices de soins non programmés se sont déplacées pendant presque 3 mois sur tout le département de l'Indre, pendant cette période de flottement, en fait, avant que le SAS ne démarre vraiment au 1er décembre 2021. Donc, elles sont allées à la rencontre de tous les professionnels de santé avec qui elles avaient pris préalablement des rendez-vous pour leur présenter le projet du SAS. Donc, on a eu l'occasion de réaliser des supports de communication, des livrets de présentation. Et donc, ça a été vraiment le moyen d'aller au contact des professionnels et finalement de bien faire connaître le projet avant. Et on est persuadé que ça a été bénéfique en fait avant le démarrage. Donc, on a également fait, une fois, donc on a su début novembre que le projet allait naître. Un mois après, on a réalisé plusieurs autres supports de com, que ce soit à destination des partenaires également. On a pu faire un dossier de presse. Voilà, donc là, ensuite, on a vraiment pu, comme ce qui est marqué, on a vraiment pu s'appuyer dès le début sur l'articulation entre les CPTS pour que ce soit des réunions directement dans les CPTS avec juste les professionnels du territoire pour leur expliquer le fonctionnement, pour leur expliquer l'intérêt de s'impliquer en tant que médecin effecteur. Et puis on a eu donc une formation à la régulation. On a mis en place une formation à la régulation avec un médecin généraliste de l'Allier qui avait de l'expérience en régulation, qui est venu donc du coup former nos médecins à la régulation avec le monsieur qui s'occupe de notre logiciel, donc SIPS, qui a été adapté sous une forme dédiée pour le SAS, donc SASML. Et voilà, du coup, on a pu démarrer le projet le 1er décembre. On a eu besoin, donc je vais peut-être laisser Alix présenter cette partie-là, puis peut-être qu'après on rentrera plus dans les détails.
Je viens juste, avant de passer la parole au 37, rajouter que ça a été un peu stressant quand même, la période d'attente des résolutions financières gouvernementales, parce qu'effectivement, il y a eu vraiment un battement pour nous de 4 mois dans lequel les opératrices de soins non programmés ont dû attendre si le SAS finirait par exister ou pas. Donc, ce qui a été débloqué pour nous par une bourse attribuée par une collectivité territoriale qui est donc le conseil départemental. Mais ce qui était intéressant aussi dans ce défrichage et cette avancée vers quelque chose qui n'existait pas, en tout cas chez nous, c'était de tout créer en termes de collaboration médicale. Donc, en travaillant dans un groupe ARM et au SNP pour vraiment voir quel type de situation médicale reviendrait à l'hôpital, quel type de situation reviendrait à l'équipe ambulatoire, sous toutes les situations fréquentes, en s'appuyant sur un travail qui avait déjà été fait pour la PDSA, avec le groupe des médecins régulateurs hospitaliers et libéraux. Et il a vraiment fallu qu'on rafraîchisse ce travail, et ça a été le socle quand même de la prise en charge et de la formation des opératrices de soins non programmés, profession nouvelle pour laquelle il a fallu inventer aussi un statut d'assurance qui a été fait en temps réel par des compagnies réactives nationales. Oui, et du coup, je me permets juste de compléter aussi les propos de Laurent par rapport à la formation des OSNP. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que c'est pas un poste de secrétaire médical, c'est un poste qui est l'opératrice de soins programmés, c'est un poste vraiment différent. Donc, les opératrices de soins programmés, elles ont une formation de 10 jours chez nous. Où en fait, dans un premier temps, il y a eu une journée de présentation du SAS, des acteurs et du territoire. Elles ont été directement sur le terrain en observation en salle de régule avec les armes. Elles ont eu une formation en communication qui avait été assurée par Aptitude Formation. Et donc, du coup, voilà, pour savoir réagir à toutes les situations auxquelles elles pourraient être confrontées, que ce soit voilà, émotionnellement, psychologiquement, etc. En effet, il y a des protocoles qui ont été rédigés pour savoir ce qui relevait des différents niveaux et des situations qui étaient du non vital et ce qui relevait du vital et qui devaient donc être gardés par l'ARM. Des jeux de rôle. Donc, il y a vraiment eu, on avait on a eu deux représentantes du côté des armes qui ont vraiment joué le jeu, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une collaboration qui s'est faite entre la vie et l'hôpital. Des jeux de rôle en fait pour avant en fait essayer de s'entraîner à la prise d'appel comme ça et à la passation des informations. Donc il y a une formation au logiciel SIPS. Donc tout ça, ça a été vraiment une formation très complète, et je pense qu'il leur a permis d'appréhender leur poste dans de bonnes conditions. Didier Lyon, je voulais juste ajouter, donc moi je suis président d'Inter-CPTS 36, je suis à la fois régulateur et effecteur du SAS. La particularité de notre SAS dans le 36, c'est que c'est effectivement un projet ville-hôpital, on a bénéficié de toute la logistique hospitalière, mais c'est un projet essentiellement porté par le libéral, d'où l'obtention du logiciel SIPS, parce que chez nous on est très peu nombreux, il fallait un choc participatif. Et la régulation des portées à domicile était vraiment un élément essentiel. Donc ça a fait partie des moments un peu difficiles de la négociation avec l'hôpital, mais on a obtenu, je pense que c'est le tournant des négociations avec l'hôpital, ça a été cette obtention de SIPS. En plus, SIPS est un logiciel qui est utilisé en régulation PDS des portées. À partir de là, ils ont développé SASML, donc c'est un logiciel qui est adapté au SAS et qui nous permet, moi qui suis à 65 km de Châteauroux, je commence ma régulation, je termine mes consultes 2 minutes avant, je commence ma régule, je les reprends 2 minutes après, il y a un gain de temps considérable. Il y a vraiment une souplesse d'utilisation. Donc ce côté SAS porté par les libéraux et qui ont eu les possibilités de monter le projet qu'ils ont voulu est quand même un élément très important du 36.
Merci pour ces précisions. Alix, tu vas peut-être présenter un petit peu pour le 37, puis après on redonnera la parole au 36 sur leur fonctionnement avec le schéma d'appel, etc. Oui, Alice, est-ce que tu veux parler du début du lancement? Effectivement, donc Alice Perrin, donc moi je suis présidente de la CPTS de Asclépios, qui est sur Amboise, Montrichard et Bléré. Et donc, dans ce projet-là, en fait, quand la proposition du ministère, quand on a entendu parler de l'appel à projet pour devenir site pilote, les 6 CPTS du 37 se sont réunis et ont discuté pour, en gros, se dire on y va pas. Les arguments contre, on a déjà quand même pas mal de boulot. Les arguments pour, ça a été, et ça l'a emporté, comme ce que disait Didier, c'est en fait, si on ne le fait pas, on va nous imposer une forme et du coup, ça ne nous conviendra pas forcément en termes d'organisation professionnelle et en termes d'équilibre de pouvoir, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, on a décidé d'y aller. Donc, on a écrit un projet, on a écrit une grande partie du projet et le CHU a complété, sachant on était dans des délais très courts, donc forcément l'agilité du CHU dans ce cas-là ne joue pas en sa faveur pour écrire des projets en 2 semaines. Et donc du coup on a réussi à écrire ce projet, on a été accepté. Le fait qu'on ait été accepté, c'est comme dans le 36, c'était un vrai projet Ville-Hôpital. Voilà, donc ça c'est important. Et donc on a eu un financement, alors une première partie vers le CHU début de l'année, donc en février, et ensuite vers notre association SAS Ambulatoire 37 quelques mois après, et on a donc pu embaucher Alix Besson comme chargée de mission en mai 2021. Avec une perspective de débuter sur la fin d'année, c'était trop court, en fait, on ne pouvait pas débuter en 2 mois. Voilà, il y avait plein de choses à défricher au niveau technique, au niveau recrutement, formation des opératrices, recrutement des médecins, effecteurs régulateurs, donc on ne pouvait pas démarrer si vite. Donc effectivement, comme dans le 36, je dirais qu'il faut du temps. En fait, on peut pas ce type de projet, on peut pas le monter en 3 mois, c'est pas possible. Il faut prendre le temps de réfléchir, de se demander si ce qu'on projette, c'est finalement ça va être pratique, ça va être utile, et les conséquences de nos choix. Parce qu'une fois que c'est organisé, c'est gravé dans le marbre, donc c'est difficile de revenir en arrière. C'est pour ça que moi j'ai un premier conseil pour les départements qui se lancent. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir à bon d'accord, ok, là ça semble une bonne solution, mais dans 6 mois et dans 1 an et dans 2 ans, s'il y a telle ou telle évolution, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça c'est vraiment important parce qu'on voit qu'on est vite coincé dans quelque chose. Et notamment parce qu'on a embauché du personnel et que c'est des personnes, c'est des humains, et que du coup, comme disait Laurence tout à l'heure, c'est quand même pas très confortable de se dire que le manque de financement peut causer un licenciement. Le temps, je suis d'accord, mais il y a un petit coup de collier à donner quand même pour monter le projet, ça c'est certain. Et, les choses sont un peu défraîchies, mais c'est vrai que nous, on était quand même en pleine sérénade centre de vaccination en même temps. Hein. Oui, bien sûr. Il faut remettre toute la vie des CPTS dans le contexte, et c'est ça qui a été difficile d'à la fois monter un projet vraiment. La difficulté de ce projet, c'était vraiment de savoir se parler entre la ville et l'hôpital. C'était pas une petite aventure ville-hôpital, c'était un énorme truc, hein, en termes effectivement d'enjeux très importants. Et donc, oui, non, ça a été difficile. Je pense que là, avec l'ensemble des SAS qui se sont montés en France, il y a moyen de trouver des expériences de ci, de là, de choisir un petit peu son format et de faire les choses de façon plus simple maintenant que les aspects financiers sont un peu dégrossis aussi. Tout n'est pas parfait, mais je pense que voilà, on a essuyé les plâtres
Et je pense que l'objectif, c'est que aussi pour les CPTS et les départements, les départements suivants, les choses puissent se faire de façon plus simple, on espère en tout cas. Après, sur donc l'articulation avec le SAMU, on a été dans des difficultés de négociation dès le départ, voilà, comme dans le 36, la régulation délocalisée ou déportée, en tout cas le fait que le régulateur ne soit pas dans les locaux du SAMU, ça les angoissait terriblement. Ils étaient persuadés qu'au niveau technique, c'était impossible, qu'on n'allait pas arriver à se parler, en gros, que ça allait provoquer une grosse catastrophe sanitaire. Voilà, et il y avait aussi, et ça c'est sûr, des histoires de responsabilité. Donc il faut bien border qui est responsable de quoi, comment les appels se transfèrent, qui enregistre quoi, qu'est-ce qu'on a dans le dossier, etc. Ça fait partie des choses, c'est pour ça que je disais qu'il faut du temps, ça fait partie des choses de ces protocoles, comme on dit, mais voilà, c'est un mot un peu galvaudé, mais en gros, ça fait partie des fiches techniques à faire pour chaque point. Donc ça c'est très important. Et du coup, on avait quand même une arme assez importante par rapport au SAMU en termes de négociation. C'est que si les libéraux ne le faisaient pas, il n'y en avait pas. Donc du coup, au niveau de l'ARS, c'est vrai que ça nous a permis d'imposer notre planning, en fait. Qui n'était pas démesuré non plus et qui était, on n'a pas fait traîner les choses en longueur, mais en tout cas, on a pu imposer nos dates en fonction des impératifs du projet. Donc, on a constitué une équipe projet du côté ambulatoire avec des membres de chaque CPTS, surtout des médecins généralistes, quelques autres professionnels de santé, mais il faut le dire qu'ils se sont très, très vite désinvestis. Alors qu'on avait quand même parlé justement de l'articulation entre paramédicaux et SAS concernant des situations d'urgence, etc., quand le médecin traitant n'est pas là. Voilà, pour tout un tas de raisons, il ne reste maintenant dans l'équipe projet vraiment qui travaille que des médecins généralistes. On a décidé de ne pas créer de superstructures comme il a pu se créer dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'on a le CHU, voilà, et le SAS ambulatoire 37. On a signé une convention ensemble avec aussi ça, le SAMU, il comptait beaucoup, il tenait beaucoup avec l'association des régulateurs de PDSA. Bon, on n'a pas trop voulu s'opposer à ça parce que globalement, le président de l'asso des régulateurs de PDSA est quelqu'un de confiance avec qui on travaille vraiment bien pour la PDSA et c'est lui qui forme les régulateurs par exemple actuellement. Donc voilà. Mais bon, je voyais pas trop l'importance qu'il soit là, mais bon, c'est pas grave. Et donc cette convention, c'est un texte qui est très précis, qui justement détermine les responsabilités de chacun, les droits, les devoirs, les modes d'organisation. Donc ça, cette convention, elle est importante parce qu'elle permet de donner les règles, voilà, et justement de dire, et s'il arrive ça, comment on fait? Et s'il arrive ça, comment on fait? On n'a pas voulu créer de superstructure comme un groupement d'intérêt économique ou des choses comme ça, comme il a pu se faire, pas un groupement d'intérêt économique, mais un GIP, un groupement d'intérêt public, comme il a pu se créer ailleurs. Parce que c'est vraiment des usines à gaz en termes administratifs et du coup, on voulait faire quelque chose de simple, efficace. Et le choix de créer une asso des 6 CPTS pour uniquement, ayant comme objet uniquement le SAS ambulatoire 37, c'est qu'on n'était pas suffisamment d'accord sur d'autres sujets pour faire une inter-CPTS qui s'occupe de tout. Donc on s'est dit, au moins là, c'est bordé, ça ne s'occupe que du SAS. Comme ça, on peut continuer à discuter sur d'autres sujets sans formalisation administrative et ça ne vient pas en conflit avec d'autres sujets. Donc, la dynamique de territoire, il y avait quand même pas mal de médecins. On a beaucoup de médecins investis dans la PDSA. On a des maisons médicales de garde. Un des problèmes, c'est qu'on avait très peu de régulateurs de PDSA et c'est ça grave. Donc, il fallait de toute façon recruter des nouveaux régulateurs, sachant que le responsable du SAMU a bien stérilisé les choses au niveau régulateur libéraux.
et au niveau des armes du SAMU, a fait peur à tout le monde. Donc, aucun régulateur libéral de BDSA ne voulait travailler avec le SAS en journée. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc oui, Alix Besson, la chargée de mission, dans sa première partie de poste, a vraiment fait de la gestion de projet. Hein, voilà. Ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est là, qui gère le quotidien, qui écrit les protocoles, qui est en lien permanent avec le SAMU. Enfin, voilà, les chargés de mission vont parler de leur rôle, mais c'est très important pour les libéraux parce que nous, ça nous permet à une place d'orientation stratégique, de décision politique, parfois aussi de décision opérationnelle, bien sûr, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui gère au quotidien. D'ailleurs, Alix est devenue directrice maintenant, donc voilà, c'est très récent, mais et on a souhaité qu'elle soit directrice justement pour qu'elle puisse s'occuper aussi du management des opératrices, qui est quand même une grosse partie, une partie importante. Il y a quand même beaucoup d'interactions, d'histoires de planning, d'arrêt de travail, de machin, de trucs, c'est quand même un peu compliqué. Voilà pour la méthodologie de projet. Je ne sais pas, Alix, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, je pense que tu as fait le tour. On peut passer à la suite. Docteur Philippe, du coup, pour le SAS 36 sur le schéma d'appel. Oui, alors donc, bon, je vais aller vite là-dessus. Donc nous, dans le 36, on a en fait refusé d'obéir au gouvernement de mettre les soins non programmés de médecine générale et d'urgence vitale sous le même numéro pour des raisons éducationnelles. Par rapport à la population, on trouvait que c'était mal pensé. Désolée pour ceux qui sont peut-être de ceux qui ont fait partie de ce schéma, mais on trouvait que c'était bien de laisser aux patients quand même le premier jugement de savoir si la douleur dentaire que j'avais, est-ce que c'était vraiment une urgence vitale ou est-ce que c'était de la médecine générale. Mais par contre, on n'a pas pris le risque de créer des situations où il y aurait pu avoir des erreurs d'aiguillage des patients et d'évaluation de leur situation. Et on a gardé en fait le front office, hein, c'est-à-dire l'accueil du premier appel par toutes les assistantes de régulation médicale. C'est-à-dire que du coup, en salle de régulation hospitalière, arrive le 116, 117 et le 15, mais c'est les mêmes armes qui décrochent. Simplement, sur 2 appels en même temps, elles vont privilégier l'appel du 15 en espérant que ce soit vraiment une urgence vitale, au détriment de l'appel du 116, 117 qu'elles vont laisser un peu plus attendre. Par contre, s'il y a une erreur d'aiguillage et que le patient au 116, 117 appelle pour une douleur épigastrique foireuse suspecte, elles vont pouvoir elles-mêmes, avec leur expérience d'armes, qui ne s'apprend pas en 10 jours de formation, mais en des années de pratique, réaiguiller sur le régulateur hospitalier. Donc, c'est la première chose. Ensuite, l'arme, si évidemment c'est une urgence vitale, identifier le passe au médecin régulateur, qui lui fait sa première régulation. Si ce n'est pas une urgence, il rebascule sur le SAS. Donc, si ce n'est pas une urgence vitale directement identifiée, elle passe à l'opératrice de soins non programmés qui va prendre les renseignements administratifs, va faire un interrogatoire un petit peu plus long que l'assistante de régulation médicale. Et donc, si le patient appelle alors qu'il a un médecin traitant qui n'est pas réputé au moment T être en vacances ou en longue maladie, etc., en fait, du coup, l'OSNP va lui dire « Mais est-ce que vous avez appelé votre médecin traitant ?»« Ah bah non, il répond jamais, machin, etc. » Non. Commencez par appeler votre médecin traitant et on verra par la suite, il est 10h du matin, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même cette réorientation de première intention à partir du moment où on n'est pas dans une urgence vitale. C'est très important de garder le schéma directeur du système de santé, c'est quand même que les gens, pour les soins programmés, aillent voir leur médecin traitant. Ils n'ont vraiment pas de médecin traitant ou le médecin traitant n'est réellement pas disponible pour les raisons qu'on espère les meilleures du monde, hein, voilà.
eh bien, dans ces cas-là, on passe tous les appels sont régulés par le médecin régulateur libéral. Donc, en gros, chez nous, à l'heure actuelle, on en reparlera plus tard, mais on est entre 60 et 120 appels à traiter sur les 12 heures. Et donc là, le médecin régulateur, soit on est sur une réno, par exemple, sans fièvre, qui date de 3 heures de l'après-midi, conseil simple, soit ordonnance qui peut se gérer comme une téléconsultation, prescription téléphonique, et toutes les pharmacies du département sont rentrées dans le logiciel pour pouvoir envoyer par fax ou par email l'ordonnance à la pharmacie traitante du patient ou celle qui choisit parce qu'il est à côté de son travail ou je ne sais pas quoi. Et troisième solution, consultation présentielle avec le pool d'effecteurs départemental. Donc là, l'effecteur, on en parlera plus tard, mais effectivement on reçoit le message automatiquement. Et puis quatrième possibilité qui n'est pas là, eh bien non, c'était une douleur épigastrique foireuse et j'ai un doute et je repasse au médecin régulateur urgentiste qui comprend bien en général les choses. Voilà, on a des petits frottements parfois sur certaines situations, mais en général ça se fait de façon confraternelle et fluide. Merci. Voilà, donc je réponds juste à la question en temps réel parce qu'effectivement, alors on était dans l'enceinte du SAMU jusqu'à peu, mais maintenant le SAS 36 a ses locaux dans l'extension de la première MSP de Châteauroux. Donc c'est très très sympa d'ailleurs d'un point de vue territorial. Et donc le médecin régulateur libéral a le choix de faire sa régulation si ça le rassure, s'il se sent plus à l'aise auprès de l'équipe des opérateurs de soins non programmés s'il le souhaite. Voilà, ou de son cabinet, parce que comme ça il peut traiter ses papiers en même temps, ou de sa maison, ou de son lieu de vacances, enfin d'où il veut.